Diderot, paradoxe sur le comédien. Le paradoxe sur le comédien, ouvrage posthume de Denis Diderot, mis à la connaissance du public en 1830, a immédiatement attisé les passions et n'a cessé depuis de susciter toutes sortes de controverses, de s'attirer des partisans enthousiastes ainsi que des détracteurs farouches, ces derniers se retrouvant souvent chez les gens de théâtre, directement impliqués dans la réflexion. Ainsi, des artistes aussi illustres que Talma, Mounet Sully, Sarah Bernard, Jacques Copeau, Béatrix Dussane, Louis Jouvet, Jean-Louis Barrault ou encore Maurice Ronet se sont élevés contre les thèses défendues dans ce livre. A l'inverse, d'autres plus rares en ont fait leur Bible, tel Michel Bouquet, voyant dans cet ouvrage une source d'inspiration et de vérité pour l'acteur. Pourquoi tant d'excès et de réactions passionnées autour de ce paradoxe ? La vérité est qu'on a souvent mal lu ce texte en mettant en valeur encore et toujours les mêmes poncifs et les passages polémiques, tout en éclipsant sa signification et la profondeur de sa réflexion. Et si aujourd'hui cet ouvrage n'est guère reconnu chez les comédiens, c'est à mon sens qu'il souffre d'une réputation faussée et d'une connaissance superficielle. Il mérite une lecture plus attentive, dénuée de tout préjugé. Non, le paradoxe sur le comédien n'est pas un pamphlet contre l'acteur dans lequel Diderot, en bon philosophe rationaliste, l'assimilerait à une machine ou un sous-homme et ignorerait ce dont il parle. Diderot a toujours été un fin connaisseur de l'art de l'interprétation. Il a pu suivre de près, étudier les comédiens lors des répétitions de ses propres pièces, et fait moins connu, lui-même s'est essayé à la comédie dans sa prime jeunesse. Ainsi est-il loin de mépriser le comédien, tout au contraire, il le considère dans son absolu comme un immense serviteur du texte, à la tête froide et au jugement profond, un grand observateur de la nature. Terrassier de lui-même, l'acteur pour Diderot peut même, par une quête d'élévation, à la hauteur de son fantôme, le personnage étant aussi poétiquement désigné, accéder à une certaine forme de sagesse, dévoiler la nature et approcher peut-être du sens même de l'existence. Diderot a, in fine, une haute idée du rôle qui pourrait tenir le comédien, que pourrait tenir le comédien dans la société, et nul doute qu'il regrette à cet égard le théâtre antique et ses tragédiens, lesquels avaient le pouvoir, par une représentation exceptionnelle de la nature et de l'homme, de questionner en profondeur et de changer parfois le monde. Le théâtre n'est pas un divertissement pour Diderot, il est un miroir de réflexion, un moyen pour l'homme d'accéder par l'émotion esthétique à la vérité. Cette émotion ayant cela de particulier qu'elle est créatrice et s'inscrit dans la durée, là où une émotion de la vie est immédiate et passagère. De plus, et pour mettre fin à toute polémique hors de propos, si le paradoxe sur le comédien parle de l'acteur, c'est beaucoup plus largement de l'artiste dont il est question, de l'influence du spectacle sur le bon goût et sur les mœurs. Ce serait donc une erreur de réduire la réflexion au seul champ du théâtre et de la comédie. Le comédien sert à Diderot de symbole pour exprimer son rapport à l'art, à la représentation du réel, et le paradoxe peut se lire comme un manifeste artistique dans lequel son auteur offrirait un prolongement à la problématique aristotélicienne sur le beau, l'imitation de la nature et la catharsis. La purgation des âmes passe par la représentation dramatique et par l'acteur qui joue à représenter les passions humaines. S'il y a paradoxe, c'est que le spectateur peut facilement être trompé, croire à la véracité de ce qui lui est montré. Simulacre et vérité s'embrassent. En effet, quel paradoxe plus aigu que celui du théâtre dans lequel on joue à être vrai et où en même temps tout est faux. Comédien en grec ne se traduit-il pas par hypocrites, hypocrite? L'ouvrage de Diderot, qu'il est bon de constamment interroger et réinterroger, pose le problème de l'acteur, qui joue à être un autre. La pensée du philosophe des Lumières, paradoxale en ce qu'elle est contraire aux idées reçues, a le mérite de relancer le débat et de pousser tout un chacun à se demander avec profondeur et acuité: qu'est-ce que jouer au théâtre? Le comédien a-t-il une véritable personnalité? Comment être soi tout en étant un autre? Qu'est-ce qu'un acteur vrai? Autant de questionnements auxquels tout comédien est confronté et que le paradoxe déploie à l'infini. Il est souvent tentant de départager les comédiens selon une ligne de démarcation un peu grossière
Il y aurait d'une part les comédiens de composition ou d'imitation qui se placent derrière leurs personnages, et d'autre part les comédiens de nature qui mettent en jeu leur propre personne. Ceux qui jouent et ceux qui sont d'un côté pure fiction, croyance quasiment mystique en un personnage, la métamorphose, et de l'autre côté vérisme, propension à être toujours soi, le personnage devant alors se modeler à la personnalité de son interprète. On peut aussi opposer l'acteur qui veut séduire le public et l'acteur sourd aux sirènes de la vanité qui n'entend suivre que sa voix propre. Pour illustrer cette dualité, je pense ici au beau livre d'Enrique Villamatas, Chet Baker pense à son art, qui présente la figure de l'écrivain et donc de l'artiste pris dans une tension entre la réalité complexe et non narrative du monde et le récit confortable d'une histoire. Deux voies s'offrent à l'artiste, celle de la modernité, de la radicalité artistique au risque de l'incompréhension, la voix de James Joyce, et celle du classicisme de la fiction artisanale au risque de l'académisme et d'une littérature facile, la voix de George Simenon. Joyce et Simenon sont-ils compatibles? C'est une question cruciale pour Villamatas. De même, peut-on légitimement se demander si l'acteur qui joue est conciliable avec l'acteur qui est? C'est sans doute en dépassant cette opposition, en la surmontant, que l'on parvient à l'art de l'interprétation tel que le défend Diderot. Le grand comédien Mi Jekyll Mi Hyde s'inscrit dans une tension entre illusion et vérité, modernité et classicisme, et fait de ces contradictions sa richesse même. Je est un autre, nous dit Arthur Rimbaud, et Villamatas continue d'explorer cette aliénation. La seule vérité qui m'éclaire me donne de l'espoir, c'est le jeu est un autre. Ce jeu qui est peut-être autre, ce visage caché qui est en nous, qui habite notre propre royaume et nous ne ressemble pas. N'est-ce pas ce visage qui révèle le comédien? Que révèle le comédien par-delà tous les masques qu'il arbore à la recherche de l'inconnu qui est en lui? Un, personne et 100 000, tel le titre de cet étrange roman de Luigi Pirandello sur les frottements de l'identité, les flottements de l'identité qui pourraient parfaitement définir l'acteur. Qu'est-il donc? Un vil courtisan, un noble artiste, un trompe-la-mort vaniteux, un génie méconnu, un brillant imposteur, une coquille vide n'abritant aucune perle? Tel Fantomas, le comédien peuplé d'ombres et de fantômes qui viennent l'habiter, est à la fois rien et tout, personne mais cependant quelqu'un. L'acteur idéal n'existe pas, et l'objectif fixé par Diderot est passionnant car il est impossible à atteindre. Il demande un travail infini qui toujours est susceptible d'être mis en question. L'homme paradoxal, c'est le comédien, mais c'est aussi chacun de nous, dans notre petitesse et notre grandeur qui consiste à se hisser à la hauteur de rêve qui nous dépasse. Le théâtre est de cela. Diderot va également à l'encontre de ces discours primaires et paresseux qui désignent le comédien comme un pur instinctif dénué de toute capacité d'analyse. Pour jouer, l'acteur devrait surtout ne pas faire preuve d'intelligence. Or, le philosophe, avec son paradoxe, en tentant de définir ce qui fait le grand comédien, met en valeur la rareté et l'intelligence d'une belle interprétation. Il est certain que la réflexion de Diderot est en rupture avec beaucoup de théories esthétiques qui l'ont précédé et qui supposent à l'artiste une sensibilité exacerbée. Quid de cette sensibilité? Véritable question épineuse et problème sur lequel on peut discuter longtemps. Revenons à l'une des phrases qui a entraîné les réactions passionnées que l'on sait. C'est l'extrême sensibilité qui fait les acteurs médiocres. C'est la sensibilité médiocre qui fait la multitude des mauvais acteurs. Et c'est le manque absolu de sensibilité qui prépare les acteurs sublimes. Il est utile pour bien comprendre et éclairer ce propos provocateur de lire Le Rêve de d'Alembert, ouvrage philosophique de la plus haute importance que Diderot a écrit en 1769, semble-t-il, peu avant le paradoxe sur le comédien. Il y développe déjà, par la voix du docteur Bordeu, une théorie de la sensibilité comme étant un obstacle pour le grand homme. Qu'est-ce qu'un être sensible? Un être abandonné à la discrétion du diaphragme? Ce dernier ne peut avoir d'activité créatrice car il ne possède plus de sang-froid, plus de raison, plus de jugement, plus d'instinct, plus de ressources. La sensibilité devient ici un concept qu'il s'agit de saisir comme s'intégrant au réseau nerveux tel que le conçoit Diderot tout à son matérialisme biologique. L'être sentant s'oppose pour lui à l'être pensant et être sensible s'oppose à sentir.
Et s'il y a une sensibilité négative qui consiste à subir en demeurant passif et à la merci de son diaphragme, il y a aussi une sensibilité active et créatrice. Dans ce dernier cas, sentir signifie pour Diderot comprendre. À cet égard, le paradoxe sur le comédien est un outil précieux et précis qui peut fournir des armes à l'acteur perdu devant la densité et l'ampleur de sa tâche. Le nombre d'interprétations et de théories contradictoires sur l'art de jouer la comédie. En tant que jeune acteur, je dois avouer que la lecture de ce livre a toujours constitué pour moi une leçon d'humilité et d'exigence régénératrice, quand parfois il m'arrive d'être désenchanté ou mélancolique du théâtre tel que j'ai pu en rêver. Connaissant la grande affection qui lie Denis Podalides à ce texte et à Diderot, j'ai souhaité m'entretenir avec lui sur ce sujet. Il m'a fait l'amitié de se prêter au jeu de cet échange au cours duquel nous nous sommes interrogés sur le paradoxe, ses prolongements et ses résonances dans nos générations et parcours respectifs. Il est émouvant pour moi qui a tant admiré, tant appris de mes aînés, de me retrouver face à l'un d'eux et de poursuivre le dialogue qu'en silence et dans mon imaginaire j'entretenais avec eux. Denis Podalides est pour moi un de ces acteurs animés par la flamme du savoir et l'amour des grands textes, qui s'inscrit directement dans l'héritage du paradoxe et de la pensée diderotiste. Il est, on le sait, un acteur protéiforme, aux multiples visages, aux multiples voix, habité par des personnages divers et singuliers, des univers contradictoires et bigarrés. Il vit dans une forme de temps accéléré, comme s'il courait dans la fiction pour éviter de se retrouver nez à nez avec la réalité de notre finitude. Il n'a rien perdu, selon moi, de l'enfance de l'art, ni de l'art de l'enfance. L'enfance se tend d'avant le langage. Le comédien est aussi ce grand infans. Infans signifie en latin enfant, mais aussi par son étymologie privé de parole. Habité par ce que le psychanalyste et écrivain Pontalis appelle la mélancolie du langage dans son bel ouvrage Avant. Il me plaît de voir l'acteur comme un être inadapté au réel, profondément ancré dans l'enfance, ce territoire de l'hors-langage, de hors-temps, aussi, où l'on a la sensation d'inventer le monde. La scène de théâtre ou le plateau de cinéma lui font éprouver cette sensation et sortir de la pure prison du langage et de l'appartenance à une vie circonscrite, finie, mortelle. L'enfant qui ouvre les yeux sur le monde est un voyant, nous dit Pontalis, par sa volonté de repousser les limites, de vivre plusieurs vies et de maîtriser le temps. Le comédien se révèle aussi dérisoire qu'enfantin, aussi médiocre que sublime. Et le paradoxe soulevé par Diderot reste entier, car si son art est simulacre, sa parole mensonge, son spectacle illusion, l'acteur nous éclaire sur notre condition humaine, et le théâtre reste peut-être un des seuls lieux où il soit possible de tendre à la vérité. Le même souci de vérité a caractérisé, je crois, l'entretien qui suit, qui se cherche et n'en finit pas de finir, tout comme les dialogues dont Diderot était friand. En fait, il y a quelque ironie à remarquer a posteriori que Denis Podalides et moi-même nous sommes retrouvés sans nous en rendre compte, pris au piège de cet entretien dans la situation même du paradoxe, tels les deux mystérieux interlocuteurs de Diderot face à nos contradictions, conversant à bâton rompu à coups de digression et de tergiversation autour du comédien. Entendons-nous bien, il ne s'agit pas ici de proposer une nouvelle édition critique du paradoxe sur le comédien, mais bien une variation sous la forme d'un dialogue entre deux acteurs, un moment de réflexion en acte pris sur le vif. J'espère que notre échange ici retranscrit pourra constituer une porte d'entrée ou une chambre d'écho à la théorie diderotiste. Il y aura sans doute des lecteurs pour ne pas être d'accord avec nos assertions ou nos atermoiements, mais ce ne peut être que le signe d'une vitalité, ramenée au centre des discussions sur le comédien, une polémique que Diderot a attisée. Nous ne faisons que souffler sur les braises. Puisse la pensée incandescente de Diderot perdurer, bousculer encore les préjugés et redonner toute son importance à l'acteur, autonome et maître de sa pensée, maître du jeu, Gabriel Dufay.